bizarre. Avec cette base pour la transformation fermement établie, la Fondation Rockefeller et compagnie se sont lancés dans un programme si ambitieux qu'il défie presque l'entendement. Ils ont transformé la pratique même de la médecine. Comme d'habitude, les oligarques qui ont financé ce changement étaient également là pour en tirer profit. Et encore une fois, John Dee a pris Devil Bill comme modèle. William Rockefeller avait appelé sa marque d'huile de serpent Nugel pour nouvelle huile, et Standard Oil a recommercialisé Nugel comme un laxatif sur leur filiale Stenco. Les produits pharmaceutiques ont fourni une nouvelle opportunité lucrative aux oligarques. Mais dans un début de siècle en Amérique, où une grande partie de la médecine était basée sur des remèdes à base de plantes naturopathiques, ils étaient difficiles à vendre. L'oligarchie a dû se mettre au travail pour changer ça. En 1901, John D. Rockefeller a créé l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale. L'Institut a recruté Simon Flexner, professeur de pathologie à l'Université de Pennsylvanie, comme directeur. Son frère Abraham était un éducateur qui avait été contracté par la Fondation Carnegie pour écrire un rapport sur l'état du système d'éducation médicale américain. Son étude, le Flexner Report, ainsi que les centaines de millions de dollars des fondations Rockefeller et Carnegie qui coulaient à flot dans la recherche médicale pendant les années qui ont suivi, ont abouti à une refonte radicale du système médical américain. La médecine naturopathique et homéopathique, les soins médicaux fondés sur les cures et remèdes naturels, immonopolisables et non brevetables, étaient maintenant rejetés comme charlatanisme. Seule une médecine allopathique, basée sur la pétrochimie et nécessitant des procédures médicales coûteuses et de longs séjours à l'hôpital, devait être prise au sérieux. The fortunes of Carnegie, Morgan, and Rockefeller financed surgery, radiation, and synthetic drugs. They were to become the economic foundations of the new medical economy. The takeover of the medical industry was accomplished by the takeover of the medical schools. Well, the people that we're talking about, Rockefeller and Carnegie in particular, came to the picture and said, we will put up money. They offered tremendous amounts of money to the schools that would agree to cooperate with them. The donors said to the schools, we're giving you all this money. Now, would it be too much to ask if we could put some of our people on your board of directors to see that our money is being spent wisely? Almost overnight, all of the major universities received large grants from these sources and also accepted 1, 2, or 3 of these people that I mentioned on their board of directors, and the schools literally were taken over by the financial interests that put up the money. Now, what happened as a result of that is that the schools did receive an infusion of money. They were able to build new buildings. They were able to add expensive equipment to their laboratories. They were able to hire top-notch teachers. But at the same time as doing that, they skewed the whole thing in the direction of pharmaceutical drugs. That was the efficiency in philanthropy. The doctors from that point forward in history would be taught pharmaceutical drugs. All of the great teaching institutions in America were captured by the pharmaceutical interests in this fashion. And it's amazing how little money it really took to do it. L'oligarchie a donné naissance à toute une industrie médicale à partir de leur propre centre de recherche, et ainsi vendu leurs produits pétrochimiques comme remède. Il y a eu Frank Howard, un exécutif de la Standard Oil of New Jersey, qui arriverait à convaincre Alfred Sloan et Charles Kettering à faire don de leur fortune au Centre sur le cancer, qui devait ensuite porter leur nom. En tant que directeur de la recherche au Sloan Kettering, Howard a nommé Cornelius Rhodes, un pathologiste de la Rockefeller Institute, pour développer ses recherches de temps de guerre sur le gaz moutarde pour l'armée américaine dans un nouveau traitement du cancer. Sous la direction de Rhodes, presque tout le programme et le personnel militaire de développement d'armes chimiques ont été réformés dans le programme SKI de développement de médicaments, où ils ont travaillé sur la conversion du gaz moutarde en chimiothérapie.
l'histoire se répète. L'huile de serpent de Rockefeller serait vendue à nouveau comme une panacée contre le cancer. Les intérêts des oligarques dans l'industrie pharmaceutique en plein essor ont convergé dans des entreprises comme IG Farben, un cartel de médicaments et de chimiques formé en Allemagne au début du 20e siècle. Le prince Bernhard de Royal Dutch servait sur le conseil d'administration d'une filiale Farben dans les années 1930. Et le cartel américain, lui, de l'opération, mise en place en coopération avec la Standard Oil, tenait sur son conseil d'administration le président de Standard Oil, Walter Teagle, ainsi que Paul Warburg de Kuhn Loeb & Co., dirigé par Jacob Schiff de la famille Rothschild. À son apogée, IG Farben était la plus grande entreprise de produits chimiques du monde et la 4e plus grande entreprise industrielle du monde, juste derrière la Standard Oil of New Jersey. La société a été démantelée après la Seconde Guerre mondiale. Mais comme avec la Standard Oil, ces morceaux sont demeurés intacts et aujourd'hui, BASF, l'une de ses divisions chimiques, reste la plus grande entreprise de produits chimiques au monde. Tandis que Bayer et Sanofi, 2 de ses divisions pharmaceutiques, sont parmi les 8 plus grandes sociétés pharmaceutiques. Insatisfaits de tenir le simple monopole mondial de l'éducation et de la médecine, les mêmes intérêts oligarchiques ont comploté pour prendre le contrôle des finances des États-Unis. En 1910, le beau-père de John D. Rockefeller Jr., le sénateur Nelson Aldrich, Frank Vanderlip de la National City Bank et Paul Warburg, ainsi que divers agents de JP Morgan, se sont réunis dans le plus grand secret sur l'île Jekyll pour élaborer les détails de ce qui allait devenir la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis. La Fed, établie en 1913, serait gérée par des personnes soigneusement sélectionnées par les oligarques eux-mêmes et leurs associés bancaires, y compris peut-être inévitablement le président de Standard Oil et directeur de IG Farben aux États-Unis, Walter Teagle. La famille Rockefeller entrera officiellement le domaine bancaire dans les années 1950, lorsque James Tillman Rockefeller, le petit-fils du frère de John D., a été nommé directeur de la National City Bank. Pendant ce temps, le propre petit-fils de John D., David Rockefeller, prenait en charge la Chase Manhattan Bank, la banque partenaire de longue date de l'empire Standard Oil. Ce chapitre des Rockefeller est parfaitement reflété par celui de ses semblables, les Rothschild. Alors que les Rothschild avaient complété leur fortune bancaire avec des intérêts pétroliers, les Rockefeller complétaient leur fortune pétrolière avec des intérêts bancaires. Cumulant succès après succès dans la consolidation des monopoles de tous les domaines de l'activité humaine, les ambitions des oligarques sont devenues encore plus grandes. Cette fois, leur objectif était de consolider le contrôle de l'approvisionnement alimentaire du monde. Et encore une fois, ils utiliseraient la philanthropie comme couverture pour le coup d'État.